J'aimerais tout d'abord me présenter. Je suis Awa Dambélé, épouse Makalou. Mon nom d'écrivaine est Awa Bakroba Dambélé. C'est ce qui se trouve sur tous mes ouvrages. Je suis auteure-écrivaine. J'écris des contes, de la poésie, des nouvelles et des manuels scolaires. Certains de mes manuels scolaires sont lus dans les écoles maliennes. Et ce qui concerne mes ouvrages, ils sont composés de, par exemple, 6 recueils de poèmes, parmi lesquels Elle Nocturne, qui est un recueil satirique, et Le Panier d'amour, Lueur d'un matin, mais Les précieux éloges, Le passage noir, etc. Et j'ai fait un recueil de contes de 26 contes. Mais cette fois-ci, ça s'est allongé jusqu'à 30. Ce sont des contes illustrés. Et parmi lesquels, il y a un conte que j'ai dénommé Naye et le phénix. C'est l'histoire d'une fille africaine face à un oiseau mythique de la mythologie grecque qu'on appelle Phénix. Et ce livre-là a été reconnu comme meilleur conte par la Bibliothèque nationale de Paris en 2009 et il a été retenu pour être présenté au Festival mondial des arts nègres à Dakar en 2010. Et ensuite, j'ai continué à écrire jusqu'à aujourd'hui. J'ai publié un roman qui est nommé Destin de rêve. Les contes que je raconte, je les ai appris auprès de ma grand-mère depuis ma tendre enfance. La nuit, elle filait du coton avec un groupe de femmes. Et souvent, elle comptait jusqu'au-delà de 1h, 2h du matin aux jeunes femmes, aux enfants. Et moi, pendant les vacances, j'étais vraiment attirée par ces contes que j'écoutais très bien. Et un jour, en comptant, elle s'est endormie. Et moi, j'ai eu peur. J'ai dit, mais si elle était morte comme ça, qui m'aurait appris le reste de ces contes? Et je l'ai réveillée. Je l'ai secouée. Quand elle s'est réveillée, elle a vu 2 larmes qui perlaient sur mes joues. Et elle m'a dit, pourquoi tu pleures? Je dis, et si tu étais partie? Et elle a souri. Elle dit, dans ce cas, comme tu es allée à l'école, tu vas écrire le titre de mes contes dans un cahier. Tu les gardes. Quand tu vas aller plus loin, tu vas écrire mes contes. C'est mieux que de les retenir comme ça, par cœur. Souvent, on oublie. Et j'ai suivi sa leçon le lendemain matin. Et je me suis fait acheter un cahier dans lequel j'ai noté tous ces titres de contes enfin que je connaissais. Et je les ai jalousement gardés dans une malle. Mais après, quand j'ai fini l'université, puisque j'ai fait la philologie, qui ne fait que parler de la science des langues, j'ai pris mon petit cahier en ce moment, j'ai vu les titres et j'ai commencé à écrire un à un tous les contes que j'ai appris auprès de ma grand-mère. Je fais les deux. J'écris mes contes, je les raconte oralement dans ma langue maternelle qui est le Bambara et en français. Bon, je préfère les deux
Parce que écrire, souvent dans un pays où il y a beaucoup d'analphabètes, souvent on ne se fait pas connaître. Par contre, quand je passe sur la télé ou dans la radio en racontant mes contes, j'ai beaucoup d'auditoire. Et en ce moment, je suis connue parce que la Cité des enfants du Mali m'a honorée en me donnant le titre de grand-mère. Je suis la grand-mère de la Cité des enfants du Mali. Souvent, je passe à la Cité des enfants où je rencontre beaucoup d'enfants et je leur conte mes contes en chantant également et en même temps, ce qui est écrit, les parents peuvent les acheter pour leurs enfants. Non seulement ils l'ont écouté, mais ils voient également ce qui est écrit. Bon, et avant, dans notre société, c'était vraiment un terrain. Le conte était considéré comme un élément d'éducation dans notre société. Et moi aussi, quand j'ai commencé à écrire mes contes, j'en ai fait un vecteur pédagogique. Parce que très souvent, chaque conte a sa leçon de morale qui vient soit avant, soit au milieu, soit à la fin du conte. Et sur cette leçon de morale, justement, j'en fais des leçons pour les enfants qui apprennent et il y en a même qui cherchent à être les héros de certains de mes contes parce qu'ils voient que le héros du conte se conduit très bien dans la société. Et ça, c'était avant. Et la femme n'avait pas droit à la parole avant. Et ça a duré. Mais maintenant, le fait que la femme soit allée à l'école, elle a appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'intellectuels maintenant parmi nous. Et maintenant, nous parlons. Nous avons droit à la parole. Sinon, avant, la femme n'avait pas droit à la parole devant un public masculin, par exemple. Même si c'était mixte, il y avait les hommes, les femmes, la femme n'avait pas droit à la parole. Et en ce qui concerne maintenant les prises de parole, nous sommes vraiment beaucoup plus libérés à le faire. Et avant également, il y avait des classes sociales. Il y avait la noblesse, il y avait les castes des métiers et les griots. Les griots étaient considérés dans la société comme les maîtres de la parole. C'était à eux de transmettre ce que le roi voulait transmettre au peuple. C'était à eux de transmettre toutes les commissions, soit accompagnées de tam-tam, soit avec leur voix. Et quand une femme noble, par exemple, voulait chanter, à cette époque-là, c'était très mal vu. On disait qu'une noble ne doit pas chanter ni raconter. Mais maintenant, avec l'école, avec l'éducation, tout a été facile. Moi, par exemple, au début, j'ai rencontré beaucoup de difficultés au niveau de ma famille. Je viens d'une famille noble. Et là, les femmes ne doivent même pas parler à haute voix, a fortiori à chanter devant un public de 2000 personnes, 200 personnes. Mais moi, quand j'ai grandi, j'ai commencé à faire du théâtre, du cinéma, et je racontais mes contes. Là, la famille s'était un peu inclinée. Et j'étais la brebis noire de la famille à une certaine époque. Seul mon père et ma mère étaient pour que je puisse vraiment m'exprimer devant le public avec mes poèmes et mes contes, les chansons,
et ils ne voyaient aucun inconvénient. Mais par contre, le reste de la famille, souvent, s'était interposé. Ils disent, ah non, tu viens d'une famille noble, tu ne dois vraiment pas paraître devant le public. Et moi, j'ai toujours aimé ça. Bon, finalement, tout le monde m'a laissé faire. Maintenant, je fais comme j'entends. Je remercie Dieu. Je vous avais dit, au début, la femme n'avait même pas droit à la parole. Donc, elle n'avait pas d'image à cette époque-là. Mais maintenant, ça va. Nous avons une très belle image parce que la femme, elle est considérée maintenant dans la société malienne comme une médiatrice entre les ethnies. Il y a beaucoup d'ethnies chez nous. Il y a les Bambara, les Peuls, les Sonrai, les Bois, beaucoup d'autres, les Dogons et beaucoup d'autres ethnies. Si je me mettais à les citer maintenant, j'en oublierais. Et finalement, la femme malienne, elle fait la médiation entre les ethnies, entre les quartiers et les populations des quartiers, des villages, tout. Maintenant, la femme est vraiment bien vue parce qu'on a vu que nous sommes capables de lier les populations et de remédier à certaines guerres intercommunautaires et vraiment à rassembler, à créer le vivre ensemble dans la société. Bon, la différence des contes racontés par les hommes et par les femmes, c'est ce que moi j'ai remarqué, c'est que de la part des femmes, il y a une finesse de comment raconter et les chansons également. Mais les hommes, souvent, ils racontent des contes sans chansons. Je ne sais pas si c'est dû à leur voix ou si c'est comme ça. En tout cas, les femmes, en contant, elles chantent et avec plus de finesse et elles aboutissent à vraiment capturer l'attention des enfants. C'est ce que j'ai remarqué. Les hommes aussi, je ne dis pas qu'ils ne capturent pas l'attention des enfants. Non. Mais ce n'est pas de la même manière. L'oralité malienne va perdurer. Parce que jusqu'à présent, certaines personnes aiment plutôt s'exprimer oralement que d'écrire ou de lire. Il y a parmi nous des analphabètes et vraiment c'est un peu difficile que l'oralité disparaisse un jour. On parle beaucoup dans les chansons, dans les contes, dans les légendes. Et voilà, il y a beaucoup de... Et même les conseils que les grandes personnes donnent aux enfants, tout est dit oralement. Tout est dit oralement. Maintenant, nous écrivains, nous nous mettons souvent à les écrire pour ne pas oublier. La tradition orale a toujours été une source d'inspiration pour les écrivains et les écrivaines. Parce que moi-même, je me suis toujours inspirée de ce que mes grands-parents me racontaient, mes parents, les voisins, tout ce que j'entends oralement, ça m'inspire et je me mets à écrire très souvent. Par exemple, quand j'ai perdu mon papa, j'étais triste et j'écoutais un jour la musique. Et
le chanteur disait que la terre ne sera jamais généreuse un jour pour ressortir un parent. Et ce jour-là, j'étais tellement inspirée que j'ai pris ma plume et j'ai écrit sur mon papa. Parce que depuis son décès, je n'avais pas pu écrire un seul mot. Mais quand j'ai écouté cette chanson, c'est comme s'il m'a libéré le cœur et je me suis mise à écrire, à écrire, à écrire. Le réseau des femmes écrivains du Mali et de la diaspora a été, a, a été créé en 2019, tout près, mais bien avant, euh, les années 2014, 15, 16, nous avons eu des colloques avec toutes les écrivaines de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est là que nous avons compris que vraiment il faut créer un réseau pour le Mali. Et là, nous l'avons créé. Et moi, je suis la trésorière générale du réseau. C'est moi qui gère tout ce qui se passe au sein du réseau. Le réseau concerne les écrivaines du Mali et les écrivaines du Mali qui sont à l'extérieur du Mali, qui sont à l'étranger. Nous avons des écrivaines un peu partout, en Suisse, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, un peu partout. Et très souvent, nous nous rencontrons. Ah, pour publier nos œuvres, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. D'abord, la pesanteur sociale. Souvent, une écrivaine, au moment où tu es inspiré, tu écris et on t'annonce un événement social. Par exemple, il y a un mariage, il y a un baptême, il y a un décès. Et très souvent, tu es confronté à te dire, est-ce que je dois aller, est-ce que je dois laisser ce que j'ai à écrire? Et ça, c'est un problème. D'abord, la pesanteur sociale. La deuxième pesanteur sociale, c'est être dans un ménage. Parce que le plus souvent, chez nous, les femmes ne sont pas isolées. Il y a des cas, ne sont pas isolées avec leur époux. Elles vivent dans un environnement de grande famille où il y a beaucoup de personnes, jusqu'à une quarantaine de personnes dans une famille. Et là, souvent quand tu es inspiré, tu ne peux pas maîtriser tout le monde, dire taisez-vous, faites le silence, je vais écrire, ou on s'organise en fonction de ce qu'on vit. C'est ça la plus grande difficulté. Et souvent également les maris, chez nous, même quand toi tu as un doctorat, le mari a un doctorat, vous allez travailler. Au retour à la maison, le mari il s'assoit tranquillement, il regarde la télé. Et toi, la femme, tu es dans la cuisine pour faire le ménage et préparer le dîner, par exemple. Donc, la femme a beaucoup plus d'occupation pour vraiment s'occuper de ce qu'elle écrit. On s'organise, souvent on écrit à 4 heures du matin, 3 heures du matin, et là il faut tomber sur un bon époux. Comme moi, je félicite toujours le mien pour ça. Il me laisse la latitude d'écrire quand je veux. Et vraiment, c'est une chance. C'est une chance.
Euh, D'abord, j'aimerais continuer les difficultés que nous avons. J'ai parlé tantôt de pesanteur sociale. Ensuite, l'impression est très chère, les frais d'édition sont chers, les illustrateurs, ils nous coûtent les yeux de la tête. Et vraiment, c'est ce problème financier justement, qui retient beaucoup de femmes écrivaines à publier leurs ouvrages. Sinon, on en a plein. Mais si vous voyez que souvent, dans un écart de 3 à 4 ans, on publie un seul roman, c'est parce que tout est cher. Tout est cher. Il y a ce problème-là aussi. La cherté de la publication de nos ouvrages. Et ensuite, les femmes écrivaines, très souvent, nous écrivons sur l'amour, sur les héros passés, par exemple les rois que le Mali a connus, par exemple. On veut toujours reprendre l'histoire. Mais ces dernières 10 années, vraiment, nous nous sommes penchés sur les problèmes de la paix, les violences basées sur le genre et les violences conjugales, et les violences faites sur la jeune fille, la jeune femme. Et vraiment, nous battons maintenant pour qu'il y ait l'instauration de la paix, du vivre ensemble et nous souhaitons la non-répétition de toutes ces hostilités qui sont en train de se passer actuellement. Les rapports entre les écrivaines maliennes et celles qui sont de la diaspora, c'est que elles ont toutes adhéré, les femmes de la diaspora ont adhéré au réseau. Et elles payent la cotisation comme nous qui sommes au Mali et elles présentent leurs ouvrages. Et même quand le réseau a eu à faire le catalogue pour recenser les écrivaines du Mali, on a mis celles de la diaspora aussi. Elles figurent dans le même catalogue. Oui, un petit conte juste peut-être pour les petits-enfants. Parce que pour les contes que j'ai faits pour les adultes sont trop longs. Mais pour les petits-enfants, j'aimerais quand même dire, chez nous, quand je dis Ziri, les enfants répondent Namu. C'est comme ça. Ziri, Namu. Il était une fois le roi de la forêt, le lion, qui invita tous les autres animaux à une réunion. Ceux qui rampaient, ceux qui s'envolaient dans l'eau, ceux qui vivaient, et ils sont tous venus au rendez-vous. Le lion leur a dit ceci: nous sommes vraiment nostalgiques dans la forêt. Si nous pouvions faire un petit tam-tam et au clair de lune, on pourrait se divertir, danser. Et tout le monde était consentant. Alors le lion dit: éléphant, puisque tu sais bien casser le bois, va nous chercher un tronc d'arbre dans lequel nous allons tailler le tam-tam. Il est parti. Panthère, tu connais bien la peau, va nous chercher de la peau fraîche pour couvrir le tam-tam. Et le lion demanda au phacochère
d'aller trouver de l'eau pour venir s'en servir. Et aux écureuils de la cendre. Ensuite, le lion s'est tourné vers le lièvre, que tout le monde croit le plus intelligent et le plus agile. Il dit, petit lièvre, tu vas nous trouver des petits bois que tu vas tailler, qui nous servira de bien fixer la peau sur le tronc d'arbre. Et le lièvre a dit, je n'irai nulle part. Je ne ferai pas partie de ceux qui vont faire le tam-tam. Et pourtant, quand le tam-tam sera fait, je vais m'en appartenir. La l'hyène était fâchée. Notre roi, est-ce que vous entendez le lièvre? C'est que le lion dit, attendez tous. Attendez que le tam-tam soit fini. Et tout le monde s'est mis à la tâche. Tout de suite, le tam-tam était fait. Ils l'ont mis au soleil. La peau était bien séchée. Quand le lion a tapé, quand ça résonnait fort et très bien. Tout le monde était content. Le lion dit alors, mes chers amis, puisque nous avons un tam-tam, qui sait le battre? Tous les animaux baissèrent la tête. Ah, notre roi, oh, respectable roi, oh, majesté. Tout le monde parlait de son côté. Nous ne savons pas taper les tam-tams. Dit, dans ce cas, faites une palissade et faites garder le tam-tam en attendant de trouver un batteur. L'hyène, tu vas garder le tam-tam. Le lendemain matin, l'hyène se met en sentinelle devant la palissade où il y avait le tam-tam. Le petit lièvre saute, il s'empare du tam-tam et il vient au milieu, là où les petits animaux se rencontrent, puisque les grands animaux le matin vont encore devant, loin dans la forêt, pour chercher la pitance pour leur famille. Et ils ne reviennent que le soir. Mais les petits des animaux restaient au même endroit. Le lièvre en a profité pour se mettre au milieu des petits et il a commencé à jouer. Et il a chanté. Les animaux de la brousse ont fait un joli petit tam-tam, mais personne ne sait le battre. C'est pourquoi je le bats. Et les petits animaux se sont mis à danser, à danser. Et quand le lièvre a senti qu'il était l'heure à laquelle les gros animaux revenaient, il est allé mettre le tam-tam à sa place et il a disparu. Et vous savez, la sentinelle qui était l'hyène, elle également s'est mise à danser. Elle a dansé jusqu'au soir. Et quand le lièvre a disparu, les grands animaux sont revenus avec la nourriture. Les petits animaux se sont régalés et ensuite ils ont commencé à se taquiner. Oh, on a bien dansé aujourd'hui. Oh, on a bien dansé. Et toi, tu as sauté. Comme ça, tu as fait ça. Le lion a dit, vous avez dansé? Et au son de quoi? Au son du tam-tam qui a été fait hier. Et qui le battait? Le lièvre. Ah bon? Le lièvre a osé toucher le tam-tam qu'il n'a pas voulu faire avec les autres. Il m'entendra. Toi, éléphant, puisque tu es le plus gros, le plus grand, tu vas surveiller le tam-tam demain et on verra bien. Le lendemain matin, quand le lièvre a sauté par-dessus la palissade et a pris le tam-tam, il a chanté la même chanson, le même refrain, il a battu le tam-tam et tous les petits des animaux ont dansé jusqu'au soir. Et l'éléphant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dansé, il a dansé. Et même en dansant, il a déraciné certains arbustes qui étaient à côté de lui. Au retour des animaux, le lion était
encore plus étonné. Il a grondé l'éléphant. Il dit, bon, moi, lion, le roi de la forêt, demain, moi-même, je vais garder le tam-tam. Les autres partaient chercher la nourriture. Je vais garder le tam-tam et on verra bien. Et le lion s'est mis à la sentinelle devant la palissade. Le petit lièvre a enlevé le tam-tam et il a commencé. Quand il a fredonné sa chanson, oh, le lion était plus que les autres, excité plus que les autres. Il a sauté, il a dansé. Et les petits des animaux sont allés dire aux grands, revenez, revenez, le roi même est en train de danser. Le roi même est en train de danser et le lièvre tapait plus fort avec un talent qu'on n'a jamais vu. Et le lion dansait. Tous les autres animaux sont venus s'ajouter à lui. Il a dit, entre deux souffles, petit lièvre, puisque tu sais si bien taper le tam-tam, on te le confie. Désormais, au clair de lune, tu nous feras danser. Et nos chasseurs, qui se mettaient sur les arbres pour guetter les animaux, ont vu que les animaux dansaient chaque clair de lune. C'est pourquoi chez nous, au Mali, les danseurs ont des pas différents de celui des autres. Ils imitent jusqu'à présent les pas de danse des animaux de la brousse. Voilà, le petit lièvre n'a ni fait de tam-tam, il n'a pas participé à la fabrication du tam-tam, mais le tam-tam lui a été confié à la fin. Et chez nous, un proverbe dit que un panier plein d'or ne vaut pas un panier plein de connaissances. Le lièvre, avec ses connaissances, a pu garder le tam-tam. Merci.